et la relève du seuil concernant le dispositif amortisseur sur les factures d'électricité et l'augmentation des assurances. On va passer, et on a encore un peu de chance puisqu'on est, on est toujours assuré pour la commune, on va passer de 47 000 euros à 67 000, une augmentation de 20 000 euros. La poursuite du plan communal de sobriété, arrêt de l'éclairage public à certaines heures, régulation du chauffage dans les bâtiments communaux, recherche d'une maîtrise des coûts d'achat avec la mise en place d'un service achat et d'un groupement de commandes pourrait permettre de contenir une certaine hausse des dépenses en ce sens. Une nouvelle augmentation des charges de personnel, c'est un ajout de 5 points d'indice et c'est une bonne chose pour les agents, à chaque agent au 1er janvier, prise en compte en année pleine et de la revalorisation du point d'indice de 1,5%, la revalorisation du RIF7, qui était revalorisable au 1er janvier, et diverses mises à niveau au travers du GVT, glissement, vieillisse, technicité. Une nouvelle hausse importante, j'en ai parlé tout à l'heure, de la contribution du SDIS, puisque cette année, c'est plus 4,5%. La ville rentre dans un nouvel enjeu de maîtrise de ses charges de fonctionnement pour éviter de faire face à une asphyxie financière. La loi de finances 2024 met l'accent sur la mise en œuvre des budgets via la mise en application d'une nouvelle annexe des budgets verts, via la mise en place en application d'une nouvelle annexe dans les prochains comptes administratifs, ou encore l'accès à une dette verte, voire le verdissement des fonds de soutien à l'investissement vaste utopie, au moment même où l'on vient de remettre en cause les lois protectives de l'environnement. Je ne ferai pas de commentaires dessus, mais vous avez tous entendu la presse et les organisations écologiques qui ont été reçues hier au gouvernement. La programmation des investissements s'oriente autour des axes suivants. Une programmation sur les grands projets pour les années à venir. Donc la réfection et l'aménagement du centre social Jean Moulin pour 1,7 million d'euros. Et les travaux commencent en ce moment. Vous avez vu que le centre social avait été déplacé à salle André Malraux. Alors, soutien de l'État pour la DETR pour 308 208 euros. Le soutien de la région par les contrats de territoire, et c'est toujours en instruction, pour 160 000 euros. De nouvelles réglementations par le fonds de centralité pour 100 000 euros et le soutien de l'Europe par les fonds leaders et dépôt d'une intention de 700 000 euros demandés. Il y a également l'aménagement de la rue Jacques Duclos. Et on va commencer les travaux bientôt puisque les appels d'offres sont lancés pour 647 500 euros et soutien du département par la dotation cantonale d'équipement, la DCE, au titre du programme 2024-2026. Un réaménagement de la place de la République pour 205 000 euros, avec le soutien de la région pour le contrat régional de cohésion sociale et urbaine pour 51 000 euros, de nouvelles agglomérations pour le fonds de centralité pour 34 000 euros, et par la région par l'intermédiaire de la DECIL en instruction pour 51 000 euros demandés. La poursuite des études et l'amorçage des travaux de la coulée verte, la coulée urbaine et la poursuite des aménagements de la coulée verte. À cela s'ajoutent des investissements nécessaires au bon maintien des services, comme le renouvellement des équipements professionnels, la mise en œuvre du plan de renouvellement des véhicules, la poursuite des aménagements de nids-fonds et des espaces naturels urbains, ainsi que la mise en œuvre des jardins partagés, l'amélioration des réseaux informatiques dans l'ensemble de nos bâtiments, mais également poursuivre les aménagements cyclables, les aménagements de trottoirs et des chaussées sur la ville, la rénovation de l'éclairage public et les travaux nécessaires dans les écoles. Ce programme se découpe en 4 phases. Le patrimoine et les services, avec l'acquisition de vélos cargo à la régie, la poursuite du plan court, notamment à l'école du Bourg et la finalisation de l'école maternelle Romain-Roland, les travaux de mise en réseau numérique de l'école élémentaire Romain-Roland, les aménagements au cimetière avec le columbarium et le carré des enfants. Sur la voirie, la poursuite et la renaturation des trottoirs et de la voirie de la cité, l'avenue Saint-Just et la partie haute de l'avenue Montorge, puisque la partie basse avait déjà été faite, la rénovation de certains îlots centraux de Venange, le programme d'entretien courant de la voirie de la ville et les travaux de la rue Jacques Duclos. Sur la transition écologique, le plan de sobriété avec la poursuite de passage au LED de certains bâtiments et des établissements scolaires, la poursuite du programme de rénovation de l'éclairage public 2024, et il y a déjà eu des aménagements de fait, l'audit énergétique de l'école maternelle Pauline Kergomar, le programme 2024 de replantation de végétaux et d'arbres, la poursuite d'équipements du maraîchage municipal, les jardins partagés au Gros-Ciseaux, l'accompagnement du plan d'action citoyen et de transition écologique. Et enfin, les projets, déploiement des travaux de réaménagement de l'espace Jean Moulin, les travaux de renaturation de la place de la République et l'étude d'aménagement de l'entrée nord. Les dépenses obligatoires, telles que le remboursement en capital des emprunts, les travaux en régie et les subventions d'équipement représentent 766 100 euros. L'autofinancement dégagé s'élève à 1 140 000 euros.
La mise en œuvre du programme d'investissement s'accompagne de la recherche de financement auprès de nos partenaires territoriaux et plus particulièrement par le biais des différents plans de soutien dédiés à l'investissement local. Pour permettre l'équilibre budgétaire du programme d'investissement, il est proposé de couvrir le besoin de financement par la souscription d'un emprunt de 1 200 000 € et la ville poursuit son désendettement et pour rappel, aucun emprunt n'a été souscrit en 2023 et nous avions inscrit 600 000 € que nous n'avons pas déclenchés. Concernant les budgets annexes, il est mené une réflexion sur la zone des Comailles et des Carpeaux. Des pistes sont en cours pour une nouvelle étude de programme d'habitat aux Carpeaux. La réalisation de la caserne de la nouvelle gendarmerie ainsi que les logements attenants devraient être livrés début 2025. Toutefois, les hausses tarifaires et des matières premières ont fortement impacté le bilan final de l'opération, jusque-là équilibré. Pour ce faire et compenser cette nouvelle charge pour le budget annexe, il conviendrait d'inscrire un nouvel emprunt de près de 700 000 €. Néanmoins, une demande a été effectuée auprès des services de l'État pour obtenir un nouveau soutien financier. Sur la gendarmerie, puisque vous savez que les premiers appels d'offres avaient été infructueux, il a fallu qu'on les relance. Donc on a pris du retard sur les travaux et sur le début des travaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va être obligé de... Enfin, on va décaisser l'intégralité de l'emprunt et on va être obligé de rembourser l'emprunt alors qu'on n'aura pas en face les loyers qui seront perçus. Donc ce qui fait qu'on va être obligé de prendre sur le budget principal pour abonder le budget annexe, et c'est près de 90 000 €. Le décalage entre l'emprunt qui va démarrer le début des travaux, c'est ce que je vous disais, par une subvention d'équilibre, sera pris sur le budget principal de la ville. Par ailleurs, la ville poursuit la mise en place de la nouvelle structure municipale d'accueil médical pour pallier notamment le manque criant de médecins sur la commune. L'ouverture du centre de santé pourrait s'établir autour de juin 2024 et 2024. Pour mener à bien le débat, un rapport des orientations budgétaires pour 2024 est joint en annexe à l'ordre du jour. Et ce dossier est examiné en commission des finances du 5 février 2024. Et sans plus attendre, je vous propose que nous engagions un débat sur ce rapport. Et je vous remercie. Oui, je voulais, avant de vous laisser la parole, je veux simplement remercier les services qui jouent le jeu et qui travaillent pour qu'on arrive à monter des budgets. C'est de plus en plus compliqué. Donc voilà, merci à eux. Merci Monsieur Léché. Donc comme ça a été dit, je pense que vous avez pu prendre connaissance notamment de l'annexe 2 avec l'ensemble des éléments que Monsieur Léché a synthétisés ici. Et donc j'ouvre le débat sur les questions, les propositions, les observations que vous auriez sur et la présentation qui vient de vous être faite et sur les documents qui vous ont été transmis. Y a-t-il des observations Madame Bonicel ? Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors nous avons pris connaissance effectivement de ce texte et de l'annexe correspondante. Et étant donné le manque d'informations qui nous est communiqué, l'absence de chiffrage, c'est assez spectaculaire de voir qu'on puisse proposer un débat d'orientation avec si peu d'éléments. Donc nous ne pouvons pas débattre aujourd'hui, nous débattrons le jour du budget. Merci. Très bien, merci. D'autres observations ? Monsieur Garnier ? Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est bon ? Nous allons faire la même remarque que le groupe de Madame Bonicel. Nous avons très peu d'éléments pour pouvoir discuter ce soir et nous débattrons, je pense, un peu plus lors du conseil municipal du mois de mars. Merci Monsieur Garnier. Alors je m'inscris en faux pour ceux et celles qui nous regardent. Un débat d'orientation budgétaire, il porte sur l'évolution des dépenses, en évolution en tout cas. Donc vous avez dans les documents qui vous ont été fournis, tout comme l'année dernière d'ailleurs, des documents qui vous permettent de retracer trois choses. Les dépenses effectives depuis 5 ans, je crois. Les projections pour l'année 2024 sur les différents postes, les différents postes de dépenses, voire de recettes, puisque vous avez aussi un tableau sur les recettes. Vous avez également l'état de la dette et l'évolution potentielle de la dette en fonction des éléments qui ont été donnés par Monsieur Léché, c'est-à-dire la possibilité d'un emprunt, la possibilité de ne pas augmenter les taux d'imposition. Et d'ailleurs,
voilà, je le dis aux Voséliens, aux Voséliennes, dans le cadre d'un débat d'orientation budgétaire, les groupes d'opposition ne souhaitent pas discuter, notamment pour savoir s'il est opportun ou pas d'augmenter les impôts ou pas. Donc c'est assez étonnant, mais enfin bon, bref, c'est comme ça. Et puis la troisième chose qui vous est proposée, c'est les grandes orientations budgétaires en ce qui concerne les investissements. Donc tout comme l'année dernière, des grands projets et également les orientations politiques, parce qu'il faut bien appeler un chat un chat, les orientations politiques en termes de, comme l'a dit M. Léché, sur 4 orientations principales, dont la transition écologique et les grands projets. Bon, c'est pas grave, on aura l'occasion d'en débattre si vous le souhaitez lors du budget, mais bon, je trouve que c'est un peu indélicat, quoi. Bref. Y a-t-il donc dans ce cas-là d'autres remarques? J'aurais aimé que nous ayons un débat sur les orientations politiques et les contraintes qui pèsent sur le budget des collectivités, qu'elles soient petites ou grandes. Hein. Je crois que pour avoir rencontré un certain nombre de maires tout récemment, de grandes villes, enfin de grandes villes à l'échelle de la Nièvre bien évidemment, et de petites villes, ils se posent exactement les mêmes questions que nous, et ceux et celles qui ont voté leur budget en fin d'année dernière m'ont dit que, effectivement, les craintes qu'ils avaient sur les hypothèses qu'ils avaient mises pour construire leur budget, malheureusement, c'est plus grave que ce qu'ils avaient envisagé, quoi. Donc, bon, bref, voilà. D'autres remarques sur ce débat d'orientation budgétaire? Monsieur Friot? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Je voulais faire 2 ou 3 observations par rapport à l'échange que nous avons eu lors de la commission des finances du 5 février dernier. Déjà, alors, on nous dit, on arrive les mains vides. On a très peu d'éléments déjà à la commission des finances. On nous annonce de nous présenter un débat d'orientation qui sera déficitaire, donc d'après les chiffres de 159 000 €. C'est une première à Varennes-Vauzelles. Je sais bien que... Pas déficitaire, déséquilibre. Déséquilibre, pardon. Bon, pourquoi pas? Je pense que nous, on aurait fait ça pendant les 6 ans qu'on était là. Le lendemain, on avait droit à la feuille de chou aux 4 pages harmonisée et distribuée par vos soins. Il n'y avait aucun souci. Ouais. Aucun souci. J'ai demandé à 2 reprises pourquoi nous n'avions pas de commission travaux. On nous annonce des travaux, on nous dit de travailler pour voir comment on peut faire des économies. Ça, c'est vraiment gentil, hein, mais à partir de quoi? Pas de commission travaux parce qu'il n'y a pas de délibération. Mais je me demande pourquoi on a fait une commission sport. Vous avez fait une commission sport. À partir du moment où on n'aura plus de délibération, on n'a plus de commission. Ce n'est pas la peine d'en faire, vous avez raison. Bah non, mais, Monsieur Friot, je ne suis pas d'accord avec vous. Si, c'est ce qu'on m'a répondu pour la commission travaux. Les commissions municipales on a 2 millions et quelques d'annoncés en travaux, et on nous dit, ne serait-ce que pour avoir quelques informations, qu'on apprend, par exemple, pour les attributions de l'eau, par le journal du Centre. Une fois de plus, heureusement qu'on a quelques informations par le JDC. Je suis désolé, Monsieur Sicot, mais une fois de plus, on constate. Sinon, nous n'avons aucune information. Aucune. Voilà. Je vais pas revenir sur ce qui se passe en bureau municipal, puisque là, de toute façon, vous avez pris la résolution de ne plus rien donner comme information. Donc, à la limite, on se demande franchement ce que l'on fait là. On a pris exemple sur nos maîtres. Ah, mais je croyais justement que comme vous étiez bon, vous étiez plus que parfait, vous deviez montrer l'exemple. Ah, le plus que parfait, c'est un temps passé. Donc... Voilà. Bah si, je suis désolé, mais voilà. Alors, pour vous répondre, les commissions municipales n'ont pas vocation exclusivement à débattre des délibérations qui vont passer au conseil municipal. Mais sans parler de débattre, mais au moins avoir des éléments. Vous m'avez dit que c'était lié aux délibérations. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est la première chose. C'est la réponse que nous avons fait, que nous avons eue. C'est pas lié aux délibérations. Vous voyez bien que nous, on a fait une commission des sports. Il n'y avait pas de délibération. J'aime vous l'entendre dire. Bah, j'aime que vous soyez là.
Je fais tout mon possible pour assister au maximum de commissions. C'est très rare que je sois absent. Les adjoints de la majorité municipale, pour certains d'entre eux, regrettent. Pas moi, vous venez, donc moi c'est un grand plaisir que de vous accueillir, mais regrettent que beaucoup de nos commissions ne voient pas la présence des élus de l'opposition. J'étais avec Pascal Martin c'est la semaine dernière, la semaine d'avant, à la commission Solidarité, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Or, il y avait des enjeux fondamentaux. La CTG, les rapports avec la CAF, les orientations en termes d'accueil du jeune public, etc., etc., etc. Donc, moi, je ne blâme personne. Allez, on va le faire comme ça. Moi, je blâme personne. Je dis simplement qu'il nous faut trouver un rythme de commission de travail qui nous permette bien, et pas exclusivement pour le conseil municipal, qu'il y ait un travail qui se fasse. Moi, j'essaye de le faire dans la mesure de mes possibilités en tant qu'adjoint au sport. Après, les adjoints, par rapport aux délégations qu'ils ont, par rapport au travail qu'ils peuvent engager, moi, je les appelle à faire des commissions qui ne soient pas liées exclusivement au conseil municipal. Le seul problème, c'est que moi, on me dit, voilà, alors moi, je ne suis pas dans les commissions municipales, sauf celle des sports, puisque je la préside, on me dit que dans beaucoup de commissions, on présente des choses, il n'y a pas de retour, ni de l'opposition, enfin, il n'y a pas de retour de l'opposition. Vous pouvez imaginer que c'est frustrant pour les adjoints. Donc au bout d'un moment, ils se disent, mais moi, si je fais une commission, je mobilise du personnel, je mobilise les autres élus, et ça ne sert à rien. Donc je pense qu'il faut qu'on trouve un modus operandi entre nous. Mais si. C'est-à-dire ? Ouais, alors il ne faut quand même pas exagérer, Olivier. Non, moi je participe aux commissions travaux notamment, enfin j'essaie de participer à toutes celles dans lesquelles je suis effectivement nommé, mais la commission travaux, notamment parce que M. Friot parle de la commission travaux, j'ai déjà dit plusieurs reprises que je n'allais plus aller aux commissions travaux à partir du moment où il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de débat. Moi, de venir à une réunion à 16h30 alors que je travaille encore, de venir à une réunion à 16h30 pour entendre dire que de toute façon il n'y a pas de discussion et que nous on nous informe juste et encore on ne va pas très loin dans les informations, je suis désolé, effectivement ça ne donne pas envie de revenir aux commissions travaux en tout cas. Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises à Jean-Louis Duret et je le maintiens ce soir. Alors, je te l'ai déjà dit d'ailleurs, aux commissions sport ça se passe très bien, mais les commissions travaux ça ne se passe pas bien du tout. Donc voilà. Bon, eh ben, je ferai en sorte que ça se passe bien. Et ça ne présente aucun intérêt d'y venir. Hein. Non, aucun, Olivier, promis. Bon, bref. Enfin, c'est assez surprenant que vous ne vouliez pas participer au débat. Je vais faire un peu de sémantique. C'est un débat d'orientation budgétaire. Ce n'est pas un budget, c'est un document préparatoire. Ça s'appelle comme ça. Vous n'avez pas d'éléments. Les tableaux, je les ai sous les yeux. Synthèse des dépenses de fonctionnement, 11 247 750 €. Recettes de fonctionnement, 11 88 000 €. On vous dit, on ne va pas augmenter les impôts, vous ne participez pas. On va faire un emprunt d'1,2 million, on vous propose les investissements, vous ne participez pas. C'est votre choix, soit. Mais vous ne viendrez pas dire après, la ville s'endette ou surendette. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est un document préparatoire, on vous a donné les chiffres, on vous a donné les charges de gestion, les charges de personnel. Évidemment qu'on n'est pas dans les détails, mais c'est un débat d'orientation budgétaire. On vous donne les grands axes, on vous donne les grands chapitres. Vous ne voulez pas participer, soit, mais faites un peu de sémantique, débat d'orientation budgétaire. C'est-à-dire que ce n'est pas le budget, ce n'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. Et on est dans une commune qui a plus de 3500 habitants. Donc voilà. Madame Bonicel. Puis après, s'il n'y a plus d'intervention, on va acter qu'on a eu un débat. Oui, je vais terminer là. Juste, moi, je prends comme exemple ce qui se passe à Nevers Agglomération, puisque c'est l'exemple le plus proche que j'ai. Vous plaisantez ou quoi? Non, justement, je ne plaisante pas. Et on a du détail jusqu'au bout. On a tous les éléments. Après, il y a des modifications à la marge quand on arrive au budget, mais on a tous les éléments. Moi, je vous communiquerai les documents de Nevers Agglomération, parce que vous ne les avez pas, hein. Donc je les communiquerai. Les conseillers municipaux reçoivent les informations de Nevers Agglomération. Les informations, mais peut-être pas toute la convocation. Les convocations, c'était au mois de novembre, le débat d'orientation budgétaire. Il faudrait regarder. Donc, oui, moi, je les ai en direct par Nevers Agglomération. Mais s'il y avait le quart de la moitié de ce que vous faites aujourd'hui à Nevers Agglomération, vous seriez tous avec votre groupe, M. Sicot, M. Dio, etc., debout sur les tables. Vous seriez debout sur les tables à hurler. Donc aujourd'hui, permettez-moi de demander un minimum de respect pour les conseillers d'opposition et un minimum
d'ouverture et de clarté. On Mais n'a c'est ce rien. qu'on fait. Les habitants de Varennes-Vauzelles, s'ils lisent ça, ils vont rien comprendre du tout, à part un désengage des autres organismes. Mais c'est bon, on n'a pas d'éléments. Pas d'éléments. Comment voulez-vous? On n'a même pas des comparatifs qui remontent à un peu plus d'années. Vous plaisantez. Ah non, non, non. Vous Attendez, plaisantez. quand on nous met juste de 2018 à 2000... enfin, on n'a pas les éléments. On ne peut pas Ouais, débattre. vous vous enfoncez. Ben, je m'enfonce. Nous Ben, sommes en merci. 2000 nous sommes Vous en êtes d'une 2024. amabilité. Nous sommes en 2024, on donne des chiffres de 2018. Oui, mais avant, on donnait plus. Non mais vous plaisantez ou quoi? Ah ben non, pas du tout. L'état de la dette. Pas du tout. Non mais Pas du vous tout. plaisantez. Non, non, je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas, mais c'est pas grave. Vous nous aviez dit que vous alliez clore, on clôt. Voilà. Alors j'invite celles et ceux pardon. Après je donne la parole à Madame Claude et à Jodian Alison. Je vous invite effectivement à reprendre les débats d'orientation budgétaire de ces 5 ou 6 dernières années, pas de ces 3 dernières années, de ces 5 dernières années. Et les éléments qui nous sont donnés, effectivement, comme le dit Monsieur Léché, c'est pas un budget qu'on vous présente là. C'est un débat d'orientation budgétaire. Et à l'agglomération de Nevers, Madame Bonicel, vous vous trompez. Alors c'est sûr que quand on vote le budget, vous vous en allez. La dernière fois, c'est ce qui s'est passé. D'accord? Oui, oui. Quand on a voté le budget à Nevers Agglomération, vous êtes parti. Oui, 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 oui. Juste à ce moment-là. C'est bizarre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Pas grave, Juste moi au quand je moment suis du pas là, vote. je m'excuse au moins. Oui, oui. Oui, oui. Non, vous n'êtes pas excusé. Ah non, non. Ah oui, oui. Vous savez, non mais attendez, dans une délibération, vous savez très bien que Oui. ce qui compte, c'est les personnes présentes au début de la délibération. Bien sûr. Hein. Bon, bref. En tout cas, sur le débat d'orientation budgétaire de l'agglomération, les orientations qui sont données ne sont pas au détail de l'ensemble des dépenses. C'est pas vrai. Vous dites, c'est un mensonge que vous dites. C'est les orientations budgétaires dans les différentes compétences de l'agglomération. Et vous ne savez pas si on va acheter des lampes, un bout d'ordinateur ou je ne sais trop quoi. C'est les orientations, et j'invite ceux et celles qui ont un peu de temps à se plonger dans le DOB de l'agglomération, et vous verrez que l'ensemble des informations qu'on a données aujourd'hui se retrouvent, et quasiment de façon de calque, dans les orientations de Nevers Agglomération. J'en sais quelque chose, je fais partie de la gouvernance de Nevers Agglomération. Madame Claude. Oui, par rapport à la problématique... Non, Bon, il faut que je le coller carrément. Je n'ai pas l'habitude, excusez-moi. Donc, par rapport à la convocation à la commission du CCAS, j'ai eu un petit souci personnel. c'est pas grave. Non. C'est-à-dire je ne l'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu la convocation. Donc, on a vu ça avec Mme Thévenot. J'espère que ce sera... Je pense que c'est la pièce jointe qui n'a pas dû... Donc, d'où mon absence d'excuses. Normalement, je m'excuse si jamais je ne peux pas venir. Voilà. Ça, je voulais mettre un point là-dessus. Sinon, on fait en sorte d'être là. Par rapport au débat d'orientation pour la commission éducation, ce qui, moi, m'a personnellement gêné, je suis toute novice, hein, donc j'ai compris qu'on ne pouvait pas avoir les chiffres dans le détail, mais moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'au regard donc des axes de travail, on n'ait aucune ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'on parle, par exemple, des investissements au niveau des écoles, mais sans trop savoir si budgétairement ce sera possible ou pas. On n'a aucun chiffre. Pour le coup, à la commission, on n'avait vraiment aucun chiffre. Donc, on a plus débattu sur, on va dire, le fond. Bon, ça ne nous a pas empêché de débattre, mais voilà. Il y a quand même un souci quand on dit débat d'orientation budgétaire, de ne pas avoir de chiffres. Moi, ça m'a fait bizarre. C'est tout ce que je voulais signaler. Mais par rapport à ça, alors après, peut-être que le rythme doit être pris, mais il y a deux choses dans un débat d'orientation budgétaire. Il y a ce que nous considérons être comme des priorités politiques, d'administration de la ville, d'investissement, etc. Et après, il y a la déclinaison budgétaire de ces orientations. Et dans la déclinaison budgétaire de ces orientations, les choix qui sont faits, ou qui ne sont pas faits pour le coup, pour certaines orientations, elles débattent d'un équilibre global. C'est-à-dire que si aujourd'hui, dans le débat d'orientation budgétaire, nous décidons collectivement de, je ne sais pas moi, de ne rien faire sur le sport, imaginons. Vous voyez, il y a des choses qu'on fait sur le sport, on ne le fait pas. Et qu'on décide de ce que nous pouvons prendre sur le sport pour le mettre dans l'éducation, c'est à ce moment-là qu'on construit le budget. Et donc le travail que nous allons faire à l'issue de ce débat d'orientation budgétaire, des orientations politiques, c'est de dire nous avons pris ces orientations politiques, budgétaires d'une certaine manière, en mettant l'accent sur telle ou telle chose, et c'est à partir de ce moment-là où on va construire le budget et définir si le niveau d'investissement, c'est plutôt de l'investissement dont vous parliez, quoi. Le niveau d'investissement est soutenable
Et ben, d'ici le vote du budget. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Alors après, il y a aussi le retour, et là je m'inscris en faux, il y a le retour de ce que nous avons fait dans les dernières années. C'est-à-dire que l'investissement qui a été voté et exécuté, parce que des fois il y a des différences entre ce qui est voté et ce qui est exécuté, parce que dans l'année ça change, l'exécution budgétaire de 2022, 2020, 2021, 2022, 2023, alors l'exécution 2023 on l'aura dans le compte administratif, il marque aussi les enjeux. Et dire, par exemple, quand on dit dans une orientation budgétaire, nous allons continuer le plan court pour ce qui concerne les écoles, on sait ce qu'on a dépensé sur la cour de Romain-Rolland maternelle, qui demande encore quelques ajustements. Et la question, c'est est-ce qu'on mettra les mêmes sommes ou pas, ou avec le même investissement pour l'école du Bourg, puisque la prochaine école, c'est l'école du Bourg. Vous voyez, c'est plutôt comme ça qu'on peut... Alors après, il y a des grandes masses. Il y a les recettes envisagées, qui ne sont pas encore stables. Il y a plein de notifications qu'on n'a pas. Enfin, fin mars, début avril, sachant qu'on doit voter le budget avant le 15 avril, je crois. C'est une obligation. Et puis après, effectivement, ces orientations-là, elles se déclinent budgétairement. Mais bon, voilà, on l'envisage comme ça. C'est peut-être pas... voilà. Ah bah, et qui va venir vite, hein. Oui, qui va venir vite. Ouais. Monsieur Alizon ? Non, tapez pas dessus, hein. Ça sert à rien, il fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Là, pour le coup, ça fonctionne. Si, ça fonctionne. Ça fonctionne ? Je ne vais pas l'avaler. Hein. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, ça va être peut-être un petit peu malvenu vu que je remets le pied à l'étrier. Mais en parcourant ce DOB, j'ai 2-3 questionnements. Pour moi, le DOB, c'est une vision de ce qui s'est passé, mais aussi une prospective sur 2024, mais aussi un peu plus. Là, je suis un peu étonné de voir uniquement 2024 et pas juste un petit peu plus loin pour voir, puisque les décisions et les incidences 2024, on auront sur les années à venir. Première remarque. La deuxième, c'était sur la partie liée à toute la partie RH. Je me serais attendu à avoir avant les comptes administratifs, certes, mais d'avoir un petit bilan un petit peu sur la partie effectif RH avec ce qui s'est passé sur l'année et les prévisions un peu plus chiffrées et précises sur 2024. Vous évoquez une réduction des charges afférentes aux activités municipales par rapport à une asphyxie financière de la collectivité. Je pense qu'il aurait été sympa d'avoir quelques pistes de réflexion justement pour pouvoir en débattre que de le mettre brut. Et puis c'était sur également la partie où vous avez les différentes phases de programme d'investissement où à mon avis, il aurait été sympa d'avoir un chiffrage un peu plus précis des actions, toujours dans un esprit de savoir où on va. Sur la partie, un programme en 4 phases, un zoom sur la rénovation énergétique. Voilà mes remarques, et je termine sur la positive qui est, à mon sens, de toute façon c'est indéniable, on en fait tous le constat, qui est la dénonciation des réductions des recettes de l'État. Enfin, des recettes que l'État nous donne. Oui, oui. Voilà. Sur 2 choses, après je laisserai peut-être la parole à Monsieur Léché. Sur l'état du personnel et notamment le tableau des effectifs, en fait on l'a fait, si c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier conseil, je crois. Non. Pour le tableau des effectifs ouverts et des effectifs pourvus. Ça, on l'a mis. Et dans les orientations qu'on avait données, c'était que dans la mesure... des conséquences qu'on a notées, il n'y aurait pas d'évolution majeure du personnel en termes en quantité. Après, comme ça a été marqué, alors c'est peut-être pas marqué dans la délibération, mais dans l'annexe numéro 2, il y a des efforts qui sont faits en termes de mutualisation d'un certain nombre de services. Je ne sais pas si dans la délib c'est marqué, mais en tout cas dans l'annexe c'est marqué. Donc la volonté contrainte de la commune, c'est de maintenir les effectifs, de ne pas les augmenter dans un premier temps. Et puis la question qui peut se poser, c'est jusqu'à quand on pourra faire ça. Donc ça, c'était la première question, la première chose. La deuxième chose, sur les investissements pluriannuels, en fait, il y a début de mandat où on l'a refait en 2022, je crois. On a fait un PPI, quoi. Donc une projection, alors qui change, vous le savez très bien, quoi, qui change au fil de l'eau. Et si vous regardez dans l'annexe 2, à un moment, il y a des éléments sur lesquels probablement on débordera sur 2025.
La place de la République, c'est marqué comme ça, etc. Donc ça marque aussi la volonté de répartir sur plusieurs exercices un certain nombre d'investissements. Alors sur le fonctionnement, c'est une autre histoire, hein, mais sur l'investissement, plutôt comme ça. Sachant que l'opération par exemple, Jacques Duclos sera effective sur 2024. Par contre, sur le centre social, les travaux devant durer une grosse année, il y aura un débord sur 2025, c'est très probable. Et sur les autres investissements, notamment les gros investissements de la place de la République, il y aura sans doute un débord. Et si vous regardez, alors je ne sais pas si en commission ça a été évoqué, mais l'étude que nous pourrions faire, par exemple, sur l'école Pauline Kergomar en 2024, énergétiquement, conduira, dans la mesure des possibilités et notamment des accompagnements, sur une rénovation énergétique de Pauline Kergomar en 2025. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on l'envisage, sachant que j'ai été ressollicité par monsieur le préfet sur le fonds vert, puisqu'il y a une nouvelle mouture, je pense que vous êtes au courant, il y a une nouvelle mouture du fonds vert qui doit se remettre en place, un tout petit peu moins, comment dire, contrainte, puisque jusqu'à maintenant, il y a beaucoup, même contrainte, parce qu'il y a une certaine partie du fonds vert qui était gérée par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, et ça a posé quelques soucis, donc je pense qu'il y aura une redépartementalisation du fonds vert. Il y avait une autre chose, c'était quoi ? Le programme en 4 phases, je viens de le dire. Après, c'est des orientations qu'on avait prises aussi en 2023. Par exemple, sur le pacte, sur les jardins partagés. D'ailleurs, on va en rediscuter tout à l'heure. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui avaient déjà été abordées. Après, j'entends, il faut peut-être un tout petit peu plus de détails. Mais ce travail-là, je pense qu'on va le faire dans le mois qui vient, quoi, par rapport au budget. Et puis, il y avait un autre truc. Municipale. Ah oui, on a 3 axes. Alors, l'activité municipale, elle ne va pas être réduite. Moi, ce que j'ai demandé au service, et ils arrivent à le faire avec les élus qui en ont la responsabilité, ça fait maintenant 2 ans que nous avons développé quand même, dans différents domaines, les partenariats et les mécénats. Là, je prends l'exemple au départ, sur les jardins partagés, on avait envisagé de le faire, quoi qu'il arrive. Et puis finalement, on a trouvé partenaire auprès de Nièvre Habitat. Et sur un certain nombre d'autres politiques, je pense que sans réduire l'activité municipale, on va pouvoir réduire les dépenses. Alors, ce n'est pas réduire les dépenses, c'est faire des non-dépenses finalement, puisqu'on sera accompagné. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une vraie rationalisation à faire dans les achats. Donc là aussi, on a commencé l'année dernière. On a revu un certain nombre de politiques d'achat, que ce soit dans la mise en place de groupements de commandes avec l'agglomération, mais pas que d'ailleurs, et aussi une rationalisation au niveau du nombre de commandes qu'on passe dans une année. Plutôt que d'en faire 5, on en fait 2, donc on discute. Voilà, il y a ce côté-là. Et puis il y a voilà, les contrats sur les photocopies, enfin, etc. Et puis il y a une troisième chose qui est importante, c'est les équipes. L'ensemble des équipes rationalise aussi la mutualisation entre les services. C'est-à-dire que ce soit la culture, l'attractivité, le sport, l'école, les travaux, et puis tout le reste, il y a un travail pas d'harmonisation, mais en tout cas de cohérence, de transversalité qui fait que là où peut-être des fois on avait 2 dépenses pour 2 événements, la concaténation de ces événements-là fait qu'on est un tout petit peu plus efficace dans des versions rénovées de nos événements. Mais en tout cas, voilà, c'est l'ambition qu'on a. Et comme vous l'avez dit, cette ambition-là va avoir ses limites. Parce que si ça continue à ce rythme-là, vous voyez, je serais tout à fait satisfait que le gouvernement annonce une hausse spectaculaire pour ce qui le concerne, du traitement des fonctionnaires. Mais s'il nous annonce ça au mois de juillet et qu'il en met 5%, ou 4 points, ou 6 points, ou 10 points, ça m'étonnerait, mais 4 ou 5%, comment on va continuer à ce rythme-là, quoi ? C'est-à-dire que trouver 300 000 euros par an, de réduire les dépenses de 300 000 euros parce qu'il y a des contraintes et parce que l'État, à mon avis, n'accompagne pas suffisamment les collectivités, ça aura ses limites. Et d'ailleurs, on le voit dans certaines collectivités qui ont déjà atteint ces limites-là, quoi. Donc voilà, c'est ça l'idée, mais je crains que nous ayons collectivement, sur l'année 2025, voire sur la fin de l'année 2024, quelques menues difficultés, quoi. Pardon, monsieur Léché. Oui,
Simplement, effectivement, la prospective, c'est important, qu'on ait un PPI et qu'on ait une vision à long terme, puisque quand on fait des travaux, on sait derrière, c'est toujours... Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on a des difficultés pour équilibrer les budgets. Donc, de faire des projections à 2, 3, 4 ans, c'est toujours un peu compliqué. Et ça nous met des fois, monsieur le maire vient de le rappeler, mais l'augmentation de 5 points des salaires, c'est une bonne chose pour les fonctionnaires, sauf que sur notre budget, c'est le SDIS qui augmente de 4,5, le centre de gestion qui augmente. Tout cela, on le subit, l'augmentation des fluides, l'augmentation... Et ça, malheureusement, même si on est prévoyant et même si on peut anticiper, quand on monte un budget au mois de janvier ou au mois de février, parce que les services commencent à travailler au mois de décembre pour monter les budgets, c'est toujours compliqué. On ne sait jamais comment on va accoster, puisqu'on a des choses... Le compte administratif, il y a 3 grands axes sur un budget. Il y a le DOB, le BP et le compte administratif. On fait l'effort de faire le compte administratif en même temps que le budget, alors qu'il n'y a pas d'obligation, puisqu'on a jusqu'au mois de juin pour le faire. Sauf qu'on attend également les arbitrages. Quand on parle des 4,8 millions, des 4,8 millions de la taxe foncière, on n'a pas encore toutes les données, on les aura que fin mars. Donc c'est toujours... On fait de l'approximation. C'est pour ça que ça reste un débat d'orientation budgétaire, mais pas un budget. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire actuellement. Effectivement, comme disait Madame Claude, on peut se dire on va faire ça, mais on ne sait pas combien on aura d'argent pour le faire. Et c'est au budget, c'est pour ça qu'on met des axes et des grands... Je vais juste revenir sur la taxe d'habitation. Ça peut paraître un détail, mais quand on parle d'écrêtement, vous savez que l'État nous a dit, quand on a supprimé la taxe d'habitation, vous allez percevoir à l'euro près ce que vous touchiez de la part taxe foncière et taxe d'habitation. Pour compenser, ils ont pris la part que percevait le département, les 25% que le département percevait sur la taxe foncière, et ils l'ont ajouté, ils l'ont agrégé aux 15% que la commune percevait, 15,20. Si on percevait l'intégralité, ça nous ferait 6,8 millions. Sauf que la taxe d'habitation et la taxe foncière avant, c'est 4,8 millions. Donc l'État dit, bon, on ne vous donne pas 6,8 millions, mais 4,8 millions, puisqu'on vous compense à l'euro près. Donc il nous enlève 2 millions. Voilà. Et ça nous pénalise parce qu'on pourrait avoir un peu plus. Et puis ça pénalise doublement les collectivités telles que le département, puisqu'ils n'ont plus de levier fiscal. Le département perçoit plus de taxes foncières, il n'a plus de levier fiscal, il perçoit une part de la CVAE, c'est la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, mais c'est pour les entreprises qui perçoivent plus de 500 000 euros, et elle a été diminuée de chiffre d'affaires, pardon. Elle a été diminuée de moitié l'an dernier, ce qui fait que c'est 4 milliards d'euros en moins qui sont rentrés, et elle perçoit une part de la TVA, et la TVA, c'est dynamique si la consommation est dynamique. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que les gens... Quand on voit le nombre de magasins qui ferment, le nombre de structures qui peuvent plus exister, et le bâtiment et les choses comme ça. Donc voilà. Mais l'argent que les collectivités ont, c'est 70%. Alors je le répète à dessein, mais parce que 70% de l'investissement public. Et si demain la collectivité a plus cette capacité d'investissement, eh ben c'est des entreprises, alors comme BBF, comme Fiage, comme toutes ces entreprises-là qui demain, alors avant il y en aura d'autres, hein, mais c'est ces entreprises-là qui, demain, auront plus de chantier. Donc voilà. C'est aussi et nos PPI jouent aussi là-dessus. Alors, effectivement, on travaille, on demande aux services de mettre, quand on monte le budget investissement, on leur dit qu'est-ce que vous voulez faire. Donc on a tout ça. Et puis après, c'est des choix politiques qui nous disent on va mettre là-dessus, on va mettre là-dessus, on va mettre là-dessus. Et puis on se dit on le fera peut-être l'année prochaine. Ou voilà. Mais c'est comme ça qu'on peut monter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour avoir un investissement un peu conséquent, ce qu'on a annoncé sur Jacques Duclos, sur le centre social et sur la place de la République, c'est des gros investissements. Eh ben, il faut, pour équilibrer, il nous faut 1,2 million. Parce qu'on équilibre avec de l'autofinancement et en prenant 1,2 million, on est à 4,4 années d'endettement, donc on n'est pas des plus endettés. Collectivité que je connais un peu qui a 14 ans, donc vous voyez, on n'a pas une capacité d'endettement. Donc c'est pour ça que ce débat-là, c'est aussi sur ce volet-là, sur l'investissement, parce qu'on peut faire le choix de dire on va augmenter les impôts, et puis on n'emprunte pas. On augmente de 5%, 5 points, pardon. Une ville voisine l'a fait de 7% l'an dernier, donc en plus de l'augmentation des bases. Et on ne fait pas d'emprunt. Mais c'est ce choix-là et c'est ce débat-là qu'on doit avoir aujourd'hui. Voilà. Puis on est peut-être passé un peu rapidement, mais il y a aussi ce qui nous interroge, c'est l'instabilité de l'État. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, les règles changent. Monsieur Léché a parlé tout à l'heure du FCTVA.
une année, l'État décide que l'aménagement, la rénovation des terrains de sport ne rentre plus dans la règle du FCTVA. Et l'année d'après, pour des raisons liées aux Jeux Olympiques, hein, ça revient. Et donc, ça fait un trou de 300 000 €, quoi. Et on n'était pas dans la bonne année. Mais anticiper ce que fait le gouvernement, c'est compliqué. Mais oui, mais on aurait pu espérer que sur les 5 années avant les Jeux Olympiques, la règle soit la même pour tous. Mais on en a d'autres comme ça, hein. On a par exemple l'accompagnement sur les accompagnements dans les écoles. On avait déposé un dossier auprès de l'Éducation nationale pour informatiser les écoles. On nous a dit oui, on nous a dit non. Ah, parce que vous êtes trop gros. Nevers a subi le même sort. Hop, dégagé. Et puis derrière, on les récupère par un petit bout en disant bah, vous aviez demandé ça, mais on ne va pas vous donner ça, on va vous en donner 10%, 20%, etc. On ne peut pas construire des choses comme ça. Et je prends un dernier exemple qui est dramatique. Vous savez tous que la Nièvre est passée, et tant mieux parce que c'est un combat en ZRR. D'accord ? Non mais écoutez bien. Non mais on n'y était pas. L'Allier y était. Depuis des années. Et Nevers n'y était pas. Nevers et l'agglomération de Nevers. On est passé en ZRR, et j'étais là avec Denis Thuriot quand il a appris, avec les parlementaires, Nevers a été exclu du truc. Mais on l'a appris comme ça. Sauf qu'on ne peut pas construire honnêtement les choses. Et moi, j'appelle de mes voeux, et on l'a fait avec Denis Thuriot et les élus, dire mais nous, on veut que l'État reconnaisse Nevers aussi dans la ZRR. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et donc, vous voyez, quand on a quelles que soient les périodes, hein, l'instabilité de l'État par rapport à ses décisions, à ses accompagnements, vous voyez, on a fait le choix d'avoir une cantine à 1 € ou à 80 centimes, dans le cadre d'un dispositif d'État. Il y a beaucoup de communes qui ne sont pas passées à ce dispositif parce qu'elles se sont dit quoi ? Ça va durer 3 ans. Et le jour où l'État dit « Allez, zop, on arrête », qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Les communes ne seront pas en capacité. Et je vous donne un dernier exemple. Les petits déjeuners, on en a discuté dans différents... Les petits déjeuners à l'école. L'Éducation nationale mène une expérimentation, donc ça fait 2 ans maintenant, voilà, 2 ans. Nous, on s'est inscrits là-dedans. Au départ, c'était une école, et puis une classe, enfin, on a eu beaucoup. Et beaucoup de classes se sont rentrées dans ce dispositif. On apprend, il y a quelques mois, fin décembre, pour 2024, on arrête. On dit aux écoles, bah, désolé, enfin, on arrête, l'Éducation nationale n'accompagne plus ce truc-là. Bon, les écoles, hein, 3 semaines plus tard, voilà, 3 semaines plus tard, bon, bah, finalement, si on remet, quoi. Heureusement qu'on n'a pas voté le budget, hein. Parce que, vous voyez, cette instabilité-là, alors là, c'est des petites sommes, faut pas, ça ne change pas la structure. Mais les acomptes sur le filet de sécurité, l'année dernière, l'État nous dit « Ah, mais demandez des acomptes pour le filet de sécurité, vous allez toutes les collectivités, sur l'électricité, vous allez tous, il n'y a pas de souci. » Assemblée générale des maires, le préfet et le président du CIEN disent bah, « C'est bizarre, il n'y a que une dizaine de communes dans la Nièvre qui ont été sur ce dispositif. » Les maires ont dit, mais parce qu'on ne sait même pas si finalement on y a le droit, etc. etc. Et on s'aperçoit qu'il y a des communes qui l'ont demandé, en tout bien, tout honneur, hein, qui l'ont touché, et maintenant on leur demande de rembourser parce que finalement les critères ont changé et ils ne sont plus éligibles. La ville de Rouen, je crois, c'est 2 millions d'euros qu'ils doivent rembourser. Mais il y a plein de communes comme ça. Donc cette instabilité, je ne dis pas qu'elle est liée au gouvernement actuel, mais je dis que dans la gestion de l'État et des collectivités, comme nous sommes de plus en plus dépendants, et ça on le condamne, on a de moins en moins, on va dire, de stabilité dans nos recettes. On est sur des appels à projets, on est sur des appels à programmes, etc. Sauf que quand les règlements d'intervention, les règlements d'éligibilité changent, et ben, du jour au lendemain, vous pouvez passer à la trappe sur un certain nombre de politiques. Et je vous assure, c'est vraiment très compliqué à appréhender. Et même si on sait que les Jeux Olympiques, ça fait longtemps qu'ils doivent se tenir là, on n'avait pas vu le coup venir sur le FCTVA, quoi. Mais bon, bref, on va demander... Ah non, ben non, on a perdu 300 000 €. Voilà. Pour ceux qui font un truc cette année, voilà. Mais vous voyez, c'est comme les 5000 terrains. Le président de la République a annoncé, on en a discuté en commission sport il y a encore pas longtemps, le président de la République annonce, il y a 3 ans, peut-être 4 ans, la volonté d'installer 5000 terrains sur le territoire.
d'accord? Terrain de... c'était quoi? C'est les City Park, les terrains de 3-3 basket, etc., etc. Dojo, enfin bon, bref, machin. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, on va aller là-dessus. On regarde les critères d'éligibilité. Il faut que vous soyez dans un quartier, a priori, la priorité est donnée dans les quartiers prioritaires de la ville ou les quartiers de veille. Bon, on se dit, Henri Choquet, ça tombe complètement dedans, très bien. Après le critère, on nous dit, ah bah non, c'est pas si simple que ça, il faut que vous soyez quand même à moins d'1 kilomètre ou de 2 kilomètres d'un quartier prioritaire. On prend la règle, on va aller chercher le banlais. Bon, bah ça passe. Ah oui, mais c'est plus compliqué ça. Il faudrait que vous soyez terre de jeu, ça serait plus simple. Alors on avait déjà l'ambition d'être terre de jeu, donc on devient terre de jeu. Bon, très bien. Ah bah non, ça suffit pas. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il faut encore? Ah bah il faut, ça serait bien qu'il y ait des écoles autour. Vous n'avez pas vu, regardez le dossier, quoi. Il y a une école maternelle d'un côté, et de l'autre côté, il y a une école élémentaire, quoi. Ah oui, bon, d'accord, nanana. Et puis on s'entend dire, le préfet nous envoie une petite lettre. Votre dossier est vraiment remarquable, monsieur le maire. Hein. Mais non, on ne peut plus. Ah bon? Mais vous pouvez repostuler pour 2024. Mais on lui demande, mais sur quels critères? Dites-nous. Parce que si c'est pour faire un dossier comme ça, et que les critères changent, et que de toute façon, nous ne rentrons pas dans les critères, ça vaut peut-être pas le coup qu'on se donne du mal, quoi. Donc c'est cette succession-là, après, qui nous disent honnêtement, vous ne rentrez pas dedans, laissez tomber, c'est pas grave. Très bien. Mais on nous pousse jusqu'à là. Le fonds vert, ça a été pareil l'année dernière. Hein. Ça a été exactement la même chose, quoi. Donc c'est cette instabilité-là qui est un peu problématique, quoi. Donc qui n'est pas propre à Varennes-Vauzelles, hein, je pense pas. Hein. Donc, mais c'est vrai pour les entreprises. Hein. Quand les lois changent régulièrement, alors des fois ça change en bien, donc tant mieux, mais c'est pas toujours le cas. Les PGE, par exemple, on a un souci sur les PGE, les prêts garantis par l'État dans le cadre du Covid, les règles ont changé. Hein. Donc il y a des entreprises, notamment les plus petites, qui sont dans une situation extrêmement difficile, quoi, et qui viennent nous voir d'ailleurs. Hein. Mais bon. Bref, donc on a encore du boulot, Madame Claude, vous inquiétez pas. D'autres remarques par rapport à ça? Non, bah, je vous propose que l'on vote le fait que nous ayons tenu un débat, malgré tout. Donc qui est contre? Madame Bonicel, 3, Monsieur Friot. Donc vous êtes contre, donc ça fait 5, non, 4. Qui s'abstient? 2. Et donc bah voilà, c'est adopté. Donc nous avons tenu un débat. Je vous remercie. Nous allons passer à la délibération numéro 3 et je laisse la parole à Monsieur Léché. Je vous rassure, elle est beaucoup moins longue. Donc la délégation accordée par le Conseil au maire en 2020 doit être amenée à évoluer en fonction des dispositions législatives et des besoins de la collectivité. Donc il vous est proposé d'ajouter au point 16 de la délégation permanente le texte suivant et de transiger avec les tiers à la hauteur de 1 000 €. Voilà, c'est simplement la délégation au maire qui est de 1 000 €. Oui, simplement savoir à quelle destination vont aller ces 1 000 €. Bah, ça dépendra. Ça dépendra de quoi? Bah, si je dois transiger dans des affaires. Mais quel genre d'affaires? Parce que transiger, ça veut dire échanger, mais non. Négocier. Mais transiger, c'est dire, par exemple, est-ce qu'on continue une affaire ou pas? Par exemple, si... qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Si on est attaqué pour une question qui relève ni du judiciaire ni de l'administratif, sur une, je sais pas moi, quelqu'un qui nous demande 50 € parce qu'il estime qu'il a perdu 50 €, je sais pas quoi, ou qu'il y a une jante sur une assurance, il ne veut pas aller en assurance, on ne veut pas aller au tribunal, on peut transiger à cette hauteur. C'est ça que ça veut dire, quoi. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de destination pour l'instant. C'est une délégation comme on a donné, comme les maires en ont en début de mandat, sur une somme. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de destination de 1 000 €, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y a pas, non, mais j'entends bien. Mais au-delà, on considère que ça doit passer par le conseil municipal et vous informer des suites pas judiciaires, mais administrativo, tout ça. C'est ça l'idée, quoi. C'est comme par exemple... sur vous m'avez donné des délégations au début du mandat, comme on l'avait fait précédemment, pour signer des actes, etc., pour des montants qui sont limités, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Mais il n'y a pas de destination, quoi.
Enfin, il y en aura si on doit déclencher, quoi. Mais de toute façon, moi, je prends l'engagement devant vous que de toute façon, même si je dois, comme c'est dit, transiger, j'en ferai information au conseil municipal, quoi. Enfin, c'est la moindre des choses. Enfin, ça me semble. Un peu comme les actes d'engagement, c'est-à-dire qu'à la fin du conseil, la délégation que vous m'avez donnée me permet de signer des actes, mais je vous en fais quand même publicité, quoi. Voilà. Des questions par rapport à ça? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc la question numéro 4, l'avis sur le principe de fixation du nombre... c'est moi ça? C'est moi. Donc, chers collègues, vous avez sans doute suivi les différentes actualités qui nous ont comment dire, tenus en haleine concernant l'intégration de deux communes, ou la demande d'intégration de deux communes à Nevers Agglomération. Je vous refais simplement l'historique très bref. Lors d'un conseil communautaire, il avait été décidé d'un accord local de répartition de postes de délégués communautaires à l'agglomération de Nevers. Et la délibération qui avait été prise à l'agglomération de Nevers ne concernait, celle que nous avions prise à la suite, et d'ailleurs on en avait eu discussion, ne concernait que l'hypothèse où les deux communes qui avaient fait demande rentraient dans l'agglomération. Donc en l'occurrence Saint-Éloi et Tronçange. Le préfet a constaté qu'il n'y avait pas d'accord majoritaire, la double majorité, on en a déjà discuté. Donc il n'y a que la commune de Saint-Éloi qui est rentrée dans l'agglomération au 1er janvier 2024. Et donc à ce titre-là, il a fallu à l'agglomération de Nevers, après discussion, après échange, revoter un accord local qui ne change pas grosso modo ce qui se passe, mais simplement n'intégrant pas Saint-Éloi. Et donc dans ce cadre-là, il a été demandé, donc on a 3 mois à partir du moment où l'agglomération a délibéré, on a 3 mois pour que les communes donnent un avis sur ce nouvel accord local. Donc si vous allez voir, enfin je pense que vous avez regardé, hein, si vous regardez le tableau qui vous a été fourni, donc qui est la suite logique de ce qui s'est passé à l'agglomération de Nevers, vous vous apercevez qu'un certain nombre de communes, parce que nous passons de 44 à 55, donc non-intégration de Tronçange, il y a une évolution au titre démographique de la répartition des postes de délégués communautaires. Donc, comme nous l'avions fait la dernière fois, je vous propose de voter cet accord local, enfin cet exemple d'accord local, pour que derrière, dans le courant, alors au dernier conseil municipal, les élus de Fourchambault ont été réélus dans leurs conseils municipaux respectifs. Il y a eu à nouveau une élection pour qu'ils siègent dans les commissions, que le vice-président ait une vice-présidence, etc., etc. Et donc, dans les prochains conseils communautaires, si l'ensemble des communes sont amenées à voter positivement cet accord local, alors il y aura l'intronisation du maire de Saint-Éloi dans les instances de gouvernance de l'agglomération. Et dans le courant du mois d'avril, mai, plutôt juin, je crois, nous aurons à délibérer pour compléter le tableau des délégués communautaires de Varennes-Vauzelles comme dans toutes les autres communes. Voilà. Donc c'est pas aujourd'hui on vote le principe et après on aura à élire au sein de notre conseil, puisque nous, la ville de Varennes-Vauzelles aura un délégué supplémentaire. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, Nevers passerait de 22 à 25, Varennes-Vauzelles de 6 à 7, Fourchambault retrouverait ces 3, qui ne sont que 2. Hein. Enfin, ils ont perdu un délégué dans la bataille. Garchizy passerait de 2 à 3, Coulanges de 2 à 3, Marzy de 2 à 3, Chaluis de 1 à 2, Pougue de 1 à 2, et donc Saint-Éloi, qui n'aurait eu qu'un délégué communautaire si nous étions restés à 44, passerait à 2, parce que nous passons à 55. Voilà, voilà. Donc ça a fait discussion, hein, cet accord local, au sein du bureau communautaire, au sein de la conférence des maires. Est-ce qu'on était obligé de rester sur une proportionnalité démographique? Est-ce qu'on pouvait déroger? On était un certain nombre à dire que, sans faire d'archéologie, il y avait eu la possibilité à l'époque de déroger à la représentation démographique pure, hein, puisque je vous rappelle que dans le mandat 2008, mais c'est ça, non, 2008-2014, il y avait 96 conseillers communautaires. La ville de Nevers en avait 13, la ville de Vauzelles en avait 11, la ville de Fourchambault en avait 9, les communes intermédiaires en avaient 7, et les plus petites communes, démographiquement parlant, hein, en avaient 5, ce qui permettait une représentation équilibrée malgré tout dans les conseils communautaires. Bon, il a été fait le choix différent à l'époque, la loi a changé aussi avec l'intégration de Marzy, etc., etc. Bon, voilà.
Donc il y a eu débat par rapport à ces questions-là. Voilà. Donc je vous propose, si vous avez des questions par rapport à ça. Non ? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 2. Et puis voilà quoi. Donc je transmettrai à l'agglomération ces éléments, au préfet aussi, il faut qu'on transmette au préfet. Et donc le processus va suivre son cours et on sera appelé, comme je vous l'ai dit, dans le courant. Je pense qu'il faut que tous les conseils délibèrent, après il faut que le préfet prenne acte, qu'il fasse un arrêté et qu'après les conseils se réunissent. Donc je pense que ça sera dans le conseil du mois de juin, je pense. Je pense, hein. Ça dépendra de comment ont voté les autres communes. Voilà. Eh bien, merci. Donc, on va passer à la délibération numéro 5, la convention avec Nièvre Habitat, de ce dont je vous parlais tout à l'heure, la convention avec Nièvre Habitat pour la réalisation de jardins partagés au Cros-Ciseaux. Et je laisse la parole à Madame Boisson. Merci, Monsieur le maire. La ville de Varennes-Vauzelles a décidé de faire de la transition écologique l'un des piliers de son action municipale. C'est dans ce cadre qu'un plan d'action citoyen de transition écologique, PACT, a été élaboré courant 2021 et approuvé en conseil municipal le 11 octobre 2022. L'une des actions phares du PACT porte sur la mise en œuvre de jardins partagés dans différents quartiers de la ville. L'année 2023 a été mise à profit pour mener une réflexion sur la création d'un premier jardin dans le quartier du Cros-Ciseaux, sur une parcelle propriété de Nièvre Habitat située face au foyer logement. Ces objectifs sont les suivants. Proposer de petits espaces de jardin citoyens pour sensibiliser les habitants, toutes générations confondues, au jardinage bio, avec des plantations en bac et en pleine terre. Sensibiliser grâce au jardinage, aux actions éco-citoyennes. Favoriser la biodiversité et développer des espaces de vie favorisant le bien-être des habitants. Et enfin, créer un espace de partage et d'échange des savoirs autour du jardinage et support d'animation pédagogique et culturelle. Nièvre Habitat, en tant que propriétaire, est l'un des partenaires majeurs du projet qui rentre dans leur plan de développement de ce type d'outils qui bénéficiera à leurs locataires du quartier. C'est pourquoi, outre la mise à disposition du terrain, Nièvre Habitat propose d'apporter une contribution financière pour l'aménagement du site ainsi que pour son fonctionnement. La ville, quant à elle, en assurera la gestion ainsi que l'animation. La formalisation de ce partenariat se doit de passer par l'établissement d'une convention précisant l'engagement des deux parties. C'est pourquoi, afin de pouvoir poursuivre cette démarche qui s'inscrit pleinement dans celle engagée par la municipalité en faveur de la transition écologique, de l'action sociale et de la démocratie participative, il vous est proposé de donner l'autorisation à Monsieur le maire de signer la convention de mise à disposition du terrain et d'accompagnement du projet établi entre Nièvre Habitat et la ville de Varennes-Vauzelles, annexé au présent ordre du jour. Ce dossier a été examiné lors de la commission de transition écologique, urbanisme et espace naturel du 1er février 2024. Tout le monde voit où cette expérimentation va se mettre en place. Hein. C'est devant le foyer logement, là, sur la partie enherbée, devant les bâtiments Nièvre Habitat qui ont été rénovés récemment. Et donc on a fait une petite rencontre avec notamment les gens qui veulent s'investir, les citoyens qui veulent s'investir dans le projet. Il y a eu plusieurs ateliers préalables qui ont été mis en place avec les habitants pour travailler sur ce que pourrait être cet espace-là. Et puis on a reçu un accueil favorable de Nièvre Habitat, qui était présent d'ailleurs lors de cet événement. Et puis voilà. Bon, on est sous une bonne étoile peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Bref. Oui, voilà. Où j'en étais ? Eh ben j'en étais que je vous demande votre avis, voilà. Pas toutes mes excuses. Des questions par rapport à ça? Donc j'espère, l'idée c'est que maintenant ça prenne vie rapidement, maintenant que les choses sont calées.
Et l'idée, c'est d'essayer d'en faire un lieu expérimental pour développer d'autres actions de ce type-là avec d'autres bailleurs dans d'autres endroits de la ville. On pense notamment à Venindge, mais pas que, quoi. Des questions par rapport à ça? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc on recevra tous une invitation incessamment sous peu pour pas la première pierre, mais le premier coup de bêche, enfin je ne sais pas trop, voilà, le lancement, quoi. La pause des bacs. Il faudra venir en tenue, monsieur Friot. Et donc je vous propose de passer à la délibération numéro 6 et je laisse la parole à madame Roche. Elle est où, madame Roche? Donc quelque chose qui est maintenant récurrent chez nous depuis plusieurs années, qui était porté par Éric Mouret, la campagne de stérilisation des chats libres, la convention avec le refuge de Tierney et l'association Royaume des chats, qui d'ailleurs nous a fait le plaisir d'être présent au marché de Noël, et au vœu d'ailleurs, avec pas mal de gens intéressés, quoi. Madame Roche. Merci, monsieur le maire. Alors, je ne sais pas si on entend. Cela fait maintenant 3 ans que la collectivité a débuté une opération de sensibilisation à la condition animale, notamment dans le cadre de conventions avec la fondation 30 millions d'amis et l'association Le Royaume des chats, dans le but d'améliorer les conditions de vie des chats errants. Cette opération étant essentielle et une réussite appréciée par de nombreux habitants, il semble indispensable de la poursuivre cette année encore. Tout comme les 3 années écoulées, l'association Le Royaume des chats a parfaitement rempli son rôle et le partenariat avec la fondation 30 millions d'amis s'est très bien passé avec 17 chats errants identifiés et stérilisés durant l'année 2023. Il vous est proposé de renouveler cette action pour l'année 2024. Cependant, afin d'améliorer la procédure et d'assumer son engagement pour la condition animale auprès d'une structure locale, la collectivité souhaite changer de partenaire et ne plus conventionner avec la fondation 30 millions d'amis, mais plutôt avec le refuge de Tierney, au travers d'une convention annexée au numéro 4, qui prend en charge l'animal au local animalier de la régie municipale et le transporte vers le vétérinaire de son choix. Il assure le retour de l'animal vers ce même local après l'opération de stérilisation et d'identification du chat. Le refuge calcule un tarif fixe par animal en fonction de sa situation parmi les 3 suivantes: mâle, femelle ou complications, en prenant en compte ses frais directs et indirects. Ces tarifs sont revisités et fixés entre le refuge et la collectivité chaque année. La grille tarifaire est communiquée à la ville en fin d'année N, au plus tard le 1er décembre, pour l'année N+1. Pour l'année 2024, les tarifs sont les suivants: 80 € pour les femelles, 65 € pour les mâles. Les frais de transport sont pris en charge par le contrat de prestation de services de la fourrière animale. Pour 2024, le nombre de chats errants à stériliser et identifier est estimé à 25 individus, soit un coût total maximal de 1 900 €. L'association Le Royaume des chats, dans le cadre de la convention annexée numéro 5, s'engage à assister le service de police municipale pour capturer les chats libres sur le territoire de Varennes-Vauzelles, dans les quartiers retenus en commun accord en fonction des besoins, à procéder au nourrissage et à une surveillance sanitaire des animaux concernés. L'association pourra être sollicitée dans le cas où le refuge de Tierney serait dans l'impossibilité de le faire pour transporter les chats chez le vétérinaire dans la limite de 3 transports dans l'année. Après réalisation des actes vétérinaires par l'intermédiaire du refuge de Tierney, conformément aux termes d'une convention passée avec la commune de Varennes-Vauzelles, l'association Le Royaume des chats, sous le contrôle de la collectivité, procédera, après une période de convalescence, 1 jour pour les mâles, 3 jours minimum pour les femelles, à leur remise sur leur lieu de capture ou sur les lieux spécifiques choisis conjointement des chats ainsi traités. Dès lors, ces chats auront acquis le statut de chat libre. Une subvention d'un montant de 600 € leur sera attribuée afin de mener à bien ces missions. Il vous est donc proposé d'approuver la convention à intervenir entre le refuge de Tierney et la commune de Varennes-Vauzelles, d'approuver la convention à intervenir entre l'association Le Royaume des chats et la commune de Varennes-Vauzelles, d'autoriser monsieur le maire à signer l'édite convention et tous les documents y afférents permettant leur mise en œuvre,
d'inscrire les crédits correspondant au budget principal de la commune pour un total de 2 500 €, à savoir 1 900 € pour le refuge de Tierney et 600 € pour l'association Le Royaume des Chats. Ce dossier a été examiné lors de la commission de transition écologique, urbanisme et espace naturel du 1er février 2024. Merci Madame Roche. Et donc on se rapproche un peu du modèle de nos collègues de Nevers, puisqu'on a échangé avec eux sur la façon dont ils travaillaient, notamment sur le Banlay, je crois. Et donc finalement le système qu'ils mettent en place nous semblait cohérent, quoi. Ouais. Ok, des questions par rapport à ça? Donc on est dans la continuité de ce que nous faisons avec une petite modification des modalités opérationnelles, quoi. Bon, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Monsieur Martin pour la demande de subvention journée intergénérationnelle contrat de ville de Nevers Agglomération. Merci Monsieur le maire. Donc, afin de permettre au plus grand nombre, et notamment aux familles qui n'ont pas la possibilité de pouvoir offrir des vacances à leurs enfants, d'accéder quand même à des loisirs de qualité durant la période estivale, la municipalité a décidé, outre ces accueils de loisirs portés par le centre social municipal, de réitérer l'organisation d'une journée familiale intergénérationnelle de découverte du patrimoine régional. Il s'agit pour la collectivité de perpétuer, avec sa grande tradition d'activité et de sortie sociale, permettant des familles voséliennes à des aînés de se retrouver différemment en dehors d'un contexte quotidien rendu parfois difficile par les aléas de la vie, de passer un bon moment ensemble, de faire des activités nautiques ou nature, ou tout simplement de profiter d'une journée paisible. Cette journée aura lieu sur la période estivale. Un goûter sera servi afin de partager un moment convivial tous ensemble. Il est envisagé cette année donc d'emmener 200 personnes. La tarification est la suivante, comme l'an passé. 2,50 € par enfant de Varennes-Vauzelles, 5 € par adulte de Varennes-Vauzelles, 15 € par enfant de l'extérieur et 20 € pour adultes extérieurs également. Le coût de cette sortie est évalué environ à 9 000 € et la demande de subvention au titre du contrat de ville est de 3 000 €. Ce dossier est examiné en commission Solidarité, Vie associative et Mémoire du 2 février dernier. Il vous est proposé d'approuver ce soir cette demande de subvention et d'autoriser Monsieur le maire à la déposer auprès du contrat de ville de l'agglomération de Nevers. Je vous remercie. Merci Monsieur Martin. Et j'en profite, peut-être que Madame Desabre aura deux, trois choses à rajouter, mais j'en profite pour saluer le travail qui est fait à l'agglomération, et dont Madame Desabre participe notamment avec Amandine Bougila, avec les services de l'État aussi, puisque vous savez qu'il y a eu une révision générale des quartiers politiques de la ville. Et je crois que le quartier Saint-Laurent doit encore y être, en tout cas j'espère à Cône. Par contre, la ville de Nevers avait crainte qu'il y ait un quartier qui soit sorti. Et donc, la ville de Nevers a décidé avec les instances de raccrocher plusieurs quartiers pour maintenir cette politique. Mais bon, au-delà de ça, moi je me félicite que les quartiers de Cône et de Nevers puissent continuer à être dans la politique de la ville. Mais je condamne, comme je l'ai déjà fait, cette façon un peu arbitraire et un peu budgétaire ou un peu cadastrale de voir les problématiques de nos quartiers. Et je saluais donc le travail qui a été fait, puisqu'il y a une volonté partagée, en tout cas pour le moment, entre l'agglomération, les communes concernées, c'est Fourchambault, c'est Garchizy, c'est Vauzelles, et pour l'instant les services de l'État, locaux en tout cas, pour, malgré tout, comme nous l'avons fait les années précédentes, accompagner les quartiers dits de veille. Alors comment, pourquoi, ça c'est en discussion. La région est prête aussi à faire cet effort-là, parce que tout le monde a compris, sauf peut-être certains énarques, que la politique de la ville, et en tout cas la politique de prévention dans les quartiers, revêt une importance majeure, et qu'il ne faut pas attendre que le quartier ou les quartiers soient dans des situations inextricables, socialement, en termes d'habitat, pour faire des choses. Et donc voilà, moi je voulais saluer ce travail-là. Il y a un gros travail qui est fait actuellement au niveau de l'agglomération pour dans le groupe de travail sous l'autorité d'Amandine Bougila sur cette question-là, et j'espère qu'on va pouvoir sortir par le haut. Et à ce titre-là, d'ailleurs, on va recevoir le sous-préfet qui est en charge de cette activité-là pour vraiment lui montrer comment les différentes actions, notamment celles sur lesquelles nous avons été financés l'année dernière, apportent incontestablement un plus dans la vie de nos quartiers en termes de sociabilisation, en termes d'accompagnement pour les gamins, enfin les gamins et pas que les gamins d'ailleurs. Et donc voilà, je pense que
c'est du bon travail pour l'instant. Après, on verra comment ça atterrit tout ça. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose. Et donc, cette journée intergénérationnelle que nous avons fait l'année dernière, et on peut se féliciter de la réussite, hein, puisqu'on a eu une centaine de Voséliens et Voséliennes. Hein. On a été obligé, vous rappelez-vous de la discussion qu'on a eue l'année dernière, on a fait deux tarifs, un extérieur, un Vosélien, parce qu'il y avait des gens qui nous avaient demandé est-ce que je peux venir avec ma copine, etc. Donc on a réservé d'abord aux Voséliens, et puis l'année dernière, finalement, on a rempli avec que des Voséliens et des Voséliennes. Là, on veut être un tout petit peu plus important en termes de déplacement. Donc on verra, ambitieux, donc on verra. En tout cas, ça a été évalué positivement par les services de l'agglomération récemment. Et par le sous-préfet aussi, quoi. Donc c'est une bonne chose. Et voilà. Avez-vous des questions par rapport à ça? Non? Eh ben, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et pour les mêmes raisons, je vais... Avec les lunettes, je ne vois pas aussi loin. Monsieur Friot, bon, on a voté, mais vous avez le droit de poser la question quand même. Non, mais c'est pas par rapport à ce vote. Mais comme on est dans la solidarité, j'avais une remarque à faire par rapport à la modification de l'âge pour les courriers qui ont été adressés pour les aînés. On a la chance de vieillir et d'avoir l'information par un courrier du CCAS. En bonne santé. En bonne santé, le plus longtemps possible. Ce qui est dommage, c'est que on avait échangé à différents moments, dans certaines commissions d'ailleurs, comme quoi c'est pas inutile d'avoir des commissions, parce qu'on peut échanger de diverses choses, parce que ça nous arrive d'échanger malgré tout, quoi qu'on en dise. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas eu d'échange en conseil municipal sur ce point. Voilà. Moi, je ne suis pas opposé du tout à ce que l'âge soit porté à 70 ans. On a une population vieillissante, on a la chance de vieillir un peu mieux, un peu plus. Donc, c'est sûr qu'il y a déjà quelques temps qu'on se posait la question, tous autant qu'on est. Et je pense que, il faut être réaliste aussi de temps en temps. Mais voilà, c'est un point où, une fois de plus, malheureusement, nous n'avions pas eu d'informations. Alors, j'entends et j'acquiesce le fait que conseil municipal. Voilà. Sauf que ces repas sont portés par le CCAS et le conseil d'administration du CCAS, où l'ensemble des sensibilités du conseil municipal sont représentées, a donné lieu à plusieurs. D'ailleurs, à l'unanimité, oui, je crois. Hein. Oui, à l'unanimité. Justement parce que vous disiez ça, Monsieur Friot, c'est que voilà, il faut qu'on fasse bouger un peu les choses. On a aussi regardé ce qui se faisait ailleurs pour voir si on n'était pas complètement orthogonaux. Et donc au sein du conseil d'administration du CCS, on a eu ces débats-là. Ça fait un petit bout de temps qu'on se pose la question. Alors on n'avait pas sauté le pas l'année dernière parce que voilà, on était à la sortie du Covid, on ne savait pas comment ça pourrait être interprété. Mais non, il y a eu débat, discussion au CCAS, hein, où on est tous représentés, quoi. Ouais. Madame Bonicel, allez-y. Oui, pour compléter, effectivement, ça a été débattu au CCAS, mais la différence entre le CCAS et le conseil municipal, c'est qu'ici, on est dans une instance où les débats sont rendus publics, alors qu'au CCAS, ils ne le sont pas. Et je pense que c'est intéressant pour la population, puisque, a priori, la population nous écoute, d'avoir ces informations-là avant de les recevoir par un courrier. C'est un peu dommage, parce que c'est des interrogations. Et je pense que des éléments comme ça qui ont un impact sur quand même un certain nombre d'habitants de la commune auraient pu être présentés en conseil municipal justement pour une information globale et à destination de tous. Le CCAS, de ce que j'en sais, les débats pour l'instant ne sont pas rendus publics. Peut-être qu'il faudra revenir à ça. Bien sûr. Oui, j'entends. Mais en même temps, encore une fois, après une information... alors en commission, c'est dit aussi. Hein. Tout ça, c'est dit en commission. Hein. Ça a été dit. Hein. Donc, je ne suis pas favorable à ce que l'ensemble des délibérations du CCS fassent l'objet d'un travail au conseil municipal. Alors après, et j'entends ce que vous dites, Madame Odissel, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de Voséliens et de Voséliennes qui soit viennent ici, soit nous regardent. Et le courrier qu'on essaye d'envoyer dans l'explication, dans l'accompagnement, me semble être... plus lu que malheureusement le suivi du conseil municipal. Mais après, sur un certain nombre de décisions comme ça que le conseil d'administration du CCAS prend,
j'entends et on pourra en faire publicité si on considère que, voilà, collectivement, le CCAS considère qu'il y a intérêt à en faire publicité plus large au conseil municipal. Ouais. Monsieur Friot, vous n'êtes pas concerné encore, vous aussi. Mais si. Allez-y. Ne serait-ce que pour informer les personnes entre 65 et 70, je pense que vous avez tout intérêt à informer la population. Mais c'est ce qu'on malgré fait, tout. ne vous inquiétez pas. Hein. Ah bon Oui. Parce que non, ce que voilà. je disais, c'est je ne suis pas certain que parce que ça a été dit au conseil municipal, ça irrigue. Voilà, c'est ça. Mais il y a le journal du centre qui va en faire état. Ah bah ici, il nous réserve 2 pages. Moi, je prends. Et non, le journal du centre est lu par nos aînés, quand même, le majoritairement aussi, à Varennes-Vauzelles. Bon, bah, vous pouvez le dire. Voilà. Bon, très bien. Non, mais j'entends. Hein. Alors, on en était où? Donc, on avait voté. Et donc, je vous propose dans la foulée de passer au même type de délibération. Donc, je vais redonner la parole, pas du tout à M. Martin, mais à M. Morin, pour la demande de subvention sur la journée éco-citoyenne, le contrat de ville de Nevers Agglomération. Merci, monsieur le maire. Donc, si vous ne le saviez pas déjà, je vous rappelle que nous sommes dans un contexte de changement climatique, de raréfaction des ressources et d'augmentation des coûts énergétiques. Et donc, la municipalité, par l'intermédiaire du centre social, nous souhaitions nous engager auprès des habitants, les Vauzéliens, et plus particulièrement notamment ceux du quartier de veille du Cros-Ciseaux, pour les accompagner, les sensibiliser vers une démarche éco-responsable. Et donc, avec le centre social, nous mettons en place une journée éco-citoyenne tournée vers l'environnement, avec une attention particulière sur la préservation de l'eau et de l'environnement. Au cœur de cette journée engagée, une série d'ateliers, d'activités pour petits et grands attendent les participants. Et ces ateliers offrent aux familles l'opportunité de recevoir des informations et des conseils pratiques pour adopter des comportements éco-responsables. Ceci dit, tout au long de l'année, nous enrichissons ces apprentissages par le biais d'actions concrètes dans les différents programmes d'activité du centre social. Chaque petit geste du quotidien compte dans la préservation de l'environnement et dans l'amélioration du cadre de vie des habitants. Le coût de cette journée s'élève à 6 500 € et nous faisons une demande de subvention au titre, si vous le votez bien entendu, et nous faisons une demande de subvention au titre du contrat de ville de 3 000 €. C'est un dossier qui a été examiné en commission Solidarité, Vie associative et Mémoire du 2 février dernier. Et nous vous proposons d'approuver cette demande de subvention et d'autoriser Monsieur le maire à la déposer auprès du contrat de ville de l'agglomération de Nevers. Merci Monsieur Morin. On avait, si vous avez participé à la journée éco-citoyenne l'année dernière, qui a été un succès, il y avait pas mal de gamins, pas mal de gens. Nous avions fait de l'année dernière des choses spécifiques à l'eau. On va refaire ça cette année. On va mettre l'accent sur l'eau, puisque vous le savez que l'agglomération de Nevers, notamment, a décidé de faire de l'année 2024 une année de l'eau, de sensibilisation. L'eau qui sauve, l'eau qui malheureusement déborde, l'eau qui manque, etc. Et donc, en accord là aussi avec ces orientations-là, on a décidé de faire à nouveau cette année une journée éco-citoyenne spécifique à l'eau, avec probablement des choses un peu enrichies. Donc c'est le centre social qui travaille avec ça. À l'agglo, on réfléchit à des ambassadeurs de l'eau comme il y a des ambassadeurs du tri. Donc voilà, on pourrait avoir cette question-là de façon un peu poussée. Et moi, je me suis engagé à accueillir un prochain forum des transformations de l'agglomération, spécifiquement sur la question de l'eau à Varennes-Vauzelles. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et l'année dernière, on avait un peu distribué aussi des économiseurs d'eau, etc., etc. Et il nous faut faire de la pédagogie, et je pense qu'on aura des maquettes pédagogiques, on est en train d'y réfléchir. Donc on pourrait, que d'ailleurs on pourrait partager, mutualiser, on est en train de voir ça. D'ailleurs, vous voyez, je change de sujet, mais les magnifiques décorations du marché de Noël nous ont été demandées par d'autres collectivités, parce qu'ils voulaient faire des animations. Et donc, vous voyez, le savoir-faire vauzélien de nos services est particulièrement apprécié. Donc je pense que sur l'eau, on peut inventer aussi des choses assez rigolotes qui peuvent être mutualisées. Donc on est en train d'y travailler, notamment avec certaines villes de l'agglo et avec l'agglo.
Voilà. Des questions par rapport à... elle se tiendra... Voilà, dans le courant du mois de septembre, début du mois de septembre, comme l'année dernière, quoi. Voilà. Et il fera beau. Voilà. Ah bah, on espère, on espère. Des questions par rapport à ça? Non? Eh ben, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc là, c'est des demandes de subvention et sans... Je ne sais pas, Madame Desabres, je pense que pour le prochain conseil municipal, on aura peut-être une idée déjà de... Il y a le sous-préfet qui refait encore une réunion de travail d'ici peu. Donc je pense que sur ces demandes-là, on pourrait peut-être au prochain conseil avoir des bonnes nouvelles. On va dire ça comme ça, quoi. Je vais laisser la parole à Monsieur Léché pour la délibération numéro 9, la modification de poste. Oui, dans le cadre de sa politique sociale, la collectivité a besoin d'un poste de coordinateur convention territoriale globale. Vous savez qu'on on est en train de retravailler, les services font un gros boulot également là-dessus sur le CTG, puisqu'on est en train de retravailler sur la CTG, pardon. Et donc ce poste est référencé de par ses missions comme un poste de rédacteur et donc de catégorie B. Donc il nous est proposé de modifier un poste permanent à temps complet créé au tableau des effectifs d'adjoint administratif territorial en poste permanent à temps complet de rédacteur territorial. Et donc ce dossier a été examiné lors de la commission du personnel du 5 février 2024. C'est en lien avec, bien évidemment, la caisse d'allocation familiale. Donc, sous l'autorité de Pascal, enfin, Monsieur Martin, il y a un travail qui est fait par le centre social en lien avec notre référent de CAF sur la CTG. Vous savez qu'on avait, dans un précédent conseil, on avait voté la convention qui nous liait avec la CAF. Et donc là, on rentre dans le projet social lié à cette convention. C'est une bonne chose, je le rappelle, hein, la CAF, initialement, avait velléité éventuellement d'avoir une seule et même CTG sur l'ensemble de l'agglomération. Donc on s'était vu avec notamment Amandine Bougila pour Nevers, on s'était vu avec Alain Hortolou et on avait dit à la CAF, c'est pas possible, les territoires sont très différents, ils méritent d'avoir une vision un peu particulière et un peu adaptée. Donc on avait obtenu cette chose-là. Et donc dans la coordination de la CTG, qui a un énorme travail, en lien avec la CAF, le poste doit être une catégorie B. Donc on a quelqu'un c'est quelqu'un qui évolue dans notre collectivité, qui suit déjà un certain nombre de dispositifs. Donc c'est une bonne chose que la CAF a accepté ce principe, quoi. Voilà. Pardon. Je vais simplement, puisqu'on parle de la CTG, vous avez certainement lu dans la presse actuellement, les 32 centres sociaux de la Nièvre ont des grosses difficultés, notamment de recrutement, et puis les demandes qui sont faites au niveau des animateurs, et on apporte tout notre soutien à l'ensemble des centres sociaux, puisqu'ils sont aussi au niveau de notre maillage territorial qui est des partenaires importants. Et donc voilà, on voulait simplement, puisqu'on parle de la CTG, on est le seul centre social municipal, mais tous les autres sont associatifs et ils sont confrontés à de grosses difficultés. Voilà, c'est simplement... Donc il y a plusieurs centres sociaux qui n'ont plus de directeur, de référent famille, tout ça. Nous, on est au complet, donc c'est une bonne chose. Mais voilà, ce maillage est fondamental. Et pour en discuter avec d'autres collectivités, c'est le périscolaire, c'est l'accompagnement, c'est ce qu'on fait nous, mais dans un cadre associatif, et donc on leur apporte tout notre soutien, et très probablement, il va falloir que, parce que le département est dans une impasse de ce point de vue-là, financièrement, je pense qu'il va falloir discuter avec notamment la Fédération des centres sociaux, comment on s'organise pour continuer à faire vivre ce maillage qui est si fondamental, quoi. Voilà. Donc on aura sans doute des nouvelles incessamment sous peu, quoi. Donc des questions par rapport à ça? Non? Eh ben, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Monsieur Dagono pour les actes dans... pardon. Il faut que tu me dises ça avant que je mette les lunettes. Non, c'est pas par rapport au vote, c'est par rapport au personnel. C'est pas par rapport au vote, c'est par rapport au personnel. C'est voilà. Un organigramme. Ah oui, mais on l'a en plus. Bah, je sais pas. Je sais pas, ça fait plusieurs fois qu'on le demande, mais on n'en a toujours pas. Vous parlez de Monsieur Godard? C'est ça. 3 ans, c'est gentil. Non, on l'a, on vous l'envoie. Pas de souci. Oui. D'accord. Ouais. Mais je crois que c'était fait, moi. Donc bon, voilà. Pour les anciens aussi, comme Monsieur Godard, il n'y a pas de...
D'accord. Eh ben, je vais passer à la question numéro 10. Donc, je vais laisser la parole à M. Dagoneau pour les actes d'engagement du maire. Donc, ça fait lien à ce que vous êtes à l'heure. Merci. Alors, 2 actes d'engagement ont été souscrits par M. le maire en vertu de la délégation que lui a accordée le conseil municipal. Il s'agit notamment des prestations de services d'assurance pour les besoins de la ville de Varennes-Vauzelles avec 2 lots. Le lot numéro 1, assurance, responsabilité et risques annexes, attribué à Paris Nord Assurance Service pour un montant TTC annuel de 8 095,60 €. Quant au lot 2, assurance flotte automobile et risques annexes, il est déclaré sans suite pour absence d'offre. Il s'agit aussi du marché de réhabilitation et d'extension du centre social Jean Moulin avec l'attribution de tous les lots. Lot 1, maçonnerie, attribué à Bâti Concept pour un montant de 202 980,40 € hors taxe. Lot 2, charpente bois, attribué à la SARL Léger Père et Fils pour un montant de 20 603 € hors taxe. Lot 3, couverture, bardage, zinguerie, attribué à la SAS Anctil pour un montant de 85 700,40 € hors taxe. Lot 4, étanchéité, attribué à la SARL Lutsen pour un montant de 28 552,87 € hors taxe. Lot 5, isolation thermique par l'extérieur, bardage composite, attribué à la SAS Maillaro pour un montant de 125 845,29 € hors taxe. Lot 6, menuiserie extérieure, occultation, serrurerie, attribuée à la SAS Mireco Miroglace pour un montant de 178 074,15 € hors taxe. Lot 7, plâtrerie sèche, isolation, peinture, attribuée à la SARL marque Pescaglini pour un montant de 94 736,83 € hors taxe. Lot 8, menuiserie bois, attribuée à la SARL Denis et Fils pour un montant de 47 554,10 € hors taxe. Lot 9, faux plafond, cloison modulaire, attribué à la SAS Lecomte pour un montant de 68 108,01 € hors taxe. Lot 10, carrelage, faïence, attribué à la SAL Serrasol pour un montant de 21 319,60 € hors taxe. Lot 11, sol souple, attribué à la société ARS pour un montant de 22 432,10 € hors taxe. Lot 12, cloison mobile, attribué à la SAS Algaflex pour un montant de 14 658 € hors taxe. Lot 13, électricité courant faible, attribué à EES Bourgeot pour un montant de 109 286,10 € hors taxe. Lot 14, chauffage, EMC, plomberie, attribué à la société Généol pour un montant de 115 980 € hors taxe. Et enfin du lot 15, aménagement extérieur, espace vert, attribué à FH Route pour un montant de 121 977,76 € hors taxe. Si je me trompe, mais chose, comment dire, pas étrange, mais rare dans la période, nous sommes dans les estimations initiales. Parce que j'étais avec d'autres, j'étais dans l'inauguration dans d'autres communes de l'agglomération. Et voilà, il y a des complexités. Là, l'estimation qui a été faite, on est dedans, on gagne même un peu d'argent. Pas énorme, mais un peu, par rapport à l'estimation initiale. Donc dans la période, c'est assez rare, hein, finalement. Donc en TTC, hein. 1,7 million, je crois. Ouais, enfin, ouais, c'était ça. Bah, c'est ce qu'on avait vu. Ouais, c'est ça, ouais. Et chose, alors, sans doute qui était une habitude avant, mais qui était un peu plus rare dans la période, tous les lots ont été attribués du premier coup, quoi. Donc, bon. Et ça conforte ce que je disais tout à l'heure, c'est que les 70% de l'investissement public pour les entreprises, aujourd'hui, on ne peine pas à trouver. Il y a eu une période après 2020, c'était un peu plus compliqué parce qu'avec le plan de relance, tu avais des entreprises. Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'était parce qu'ils cherchent du boulot, clairement. Voilà. Donc nous avons une délibération, des questions sur ces actes d'engagement. Non, c'est bon. Une motion qui va être lue par Madame Lallet, ça a été distribué. Ah bon, pardon. Toutes mes excuses.
Sur la modernisation de la ligne ferroviaire Paris-Clermont-Ferrand, vous savez qu'on avait pris une délibération il n'y a pas longtemps sur Nevers-Dijon. Et donc on regarde. Il ne faut pas partir, hein, il y a des choses importantes à dire sur la ligne Nevers. Ah bon, bah ça va alors. Sur la ligne Paris-Clermont-Ferrand, alors je vous propose de la lecture par Madame Lallet de la motion qui appelle, je crois que c'est plus que nécessaire, à la prise en compte par l'État, puisque c'est l'État qui gère cette ligne. Hein. Enfin, une partie en tout cas. Voilà, pour le corail, enfin pour le. Voilà. Des situations qui deviennent extrêmement compliquées, que ce soit pour nos étudiants, pour nos enfants, mais aussi pour les professionnels. Et donc, je laisse la parole à Madame Lallet. Depuis bien trop longtemps, la ligne ferroviaire Paris-Clermont-Ferrand ne cesse de faire parler d'elle dans les voitures tout comme dans les médias. De retard en annulation, les passagers occasionnels ou réguliers sont à bout. Maintes fois interpellés par les collectifs d'usagers, la SNCF et l'État ne semblent pas avoir pris en considération leurs doléances. Que dire du cauchemar largement relayé par les réseaux sociaux et les médias nationaux, vécu par les 700 passagers le 19 janvier dernier, pendant lequel ils se sont retrouvés sans eau, sans électricité ni chauffage, pendant un trajet qui a duré 11 heures au lieu de 3. Cet incident est non seulement insupportable, mais se rajoute à ceux déjà bien trop fréquents sur cette ligne. Nous aurions pu prendre comme exemple l'épisode de juin 2023, où les voyageurs a mis 20 heures pour effectuer le trajet. En 2011, Guillaume Pepy, alors président de la SNCF, avait inclus cette ligne dans son plan ambitionnant de soigner 12 lignes malades, saturées ou à problème, dont celle entre Paris et Clermont. En 2024, trop peu d'investissements publics pour la modernisation du réseau ferroviaire et sur le matériel roulant a été engagé et ou réalisé. La preuve, alors qu'il fallait en 2008 2h58 pour relier directement Paris à Clermont-Ferrand, il faut maintenant 3h14. Les Nivernais, mais aussi les Bourbonnais et les habitants du Puy-de-Dôme sont directement impactés par les retards successifs et les annulations sur cet axe ferroviaire. Or, nul n'est censé ignorer qu'un grand nombre d'étudiants utilisent le train pour rejoindre leur faculté, tout comme un grand nombre de personnes qui se rendent à Paris ou Clermont pour des raisons médicales. En 2024, à l'heure du développement d'autres mobilités que la voiture, à l'heure où est sans cesse affiché le bilan carbone et où sont encouragés les déplacements propres, les Nivernais ne doivent pas être traités comme des citoyens de seconde zone. Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, accompagné par Jean-Pierre Farandou, président du groupe SNCF, ont annoncé qu'ils se rendront à Clermont-Ferrand le 22 février prochain pour y présenter le nouveau plan d'action de la SNCF pour résoudre les différentes problématiques de cette ligne intercité. Le conseil municipal de Varennes-Vauzelles demande à cette occasion à la SNCF et à l'État de moderniser rapidement les infrastructures sur la ligne Paris-Nevers-Clermont, de sécuriser la ligne, de mettre en place du matériel roulant moderne et performant sur l'axe Paris-Clermont, de réduire le temps de parcours entre Paris et Nevers et entre Nevers et Clermont. Madame Lallet, je pense qu'actuellement, il y a des conseils municipaux qui se passent un peu partout dans la Nièvre et je crois qu'il y a, alors peut-être pas sous cette forme-là exactement, mais il y a plusieurs de nos collègues qui envisagent de prendre des délibérations, effectivement, parce que la ligne Nevers-Clermont, comme Madame Lallet l'a rappelé, c'est la santé, c'est les études, le boulot. J'étais avec les finances publiques cet après-midi. Vous savez, il y a l'école des finances publiques à Nevers. Ils travaillent sur un plan de mobilité et beaucoup de gens qui habitent beaucoup d'agents qui habitent à Moulins ou à Clermont ont fait le choix aujourd'hui de venir, enfin hier, ils sont arrivés hier, en voiture plutôt qu'en train, ne sachant pas s'ils allaient pouvoir repartir, quoi. Et donc quand on est dans cette incertitude-là, on ne peut pas considérer qu'on a un service public à la hauteur des enjeux environnementaux, mais ne serait-ce que du travail, etc. Donc il nous semble important que, comme nous l'avions fait pour la POC, rappelez-vous, il y a très longtemps, comme nous l'avons fait pour Nevers-Dijon, on puisse demander, je ne crois pas quelque chose d'extraordinaire. Comme ça a été rappelé, on met plus de temps maintenant à faire le même trajet qu'il y a 10 ans. Enfin, c'est pas sérieux, quoi. Donc voilà, nous on considère qu'il est de notre devoir en tant qu'élus, pour nos habitants, pour nos concitoyens, que la ligne Paris-Clermont soit modernisée, stabilisée, et puis permettre de désenclaver de façon cohérente et robuste l'agglomération de Nevers et plus largement l'ensemble du territoire.
Des remarques par rapport à ça, des volontés d'amender, non? Bon. Alors je pense qu'il y en a qui ne prendront pas part au vote. Alors qui ne prend pas part au vote? Avant que je demande... donc 2, 4... non, vous êtes 4, vous, hein? Oui, pardon. 4, 6 élus ne prennent pas part au vote. Donc ceux qui prennent part au vote, qui sont pour cette motion. C'est pour vous faire travailler, messieurs, dames. Voilà, je vous remercie. Donc là aussi, pardon, on la transmettra au ministre des Transports, puisque nous avons un ministre des Transports, enfin un ministre délégué des Transports depuis peu. Et alors, écoutez bien, il faut le marquer dans le compte-rendu, le nouveau ministre des Transports est plutôt quelqu'un de bien. Oui, tu peux le noter, Pascal. Voilà, l'ancien maire de Dunkerque, et c'est quelqu'un qui, justement en termes de mobilité, donc moi je fais partie du GART, et le GART a salué la nomination du maire de Dunkerque, vers Christ, et c'est quelqu'un avec qui je pense on va pouvoir discuter sérieusement, et puis, et je pense, alors je ne sais pas si c'est Christophe Béchu qui viendra in fine, ou lui, à Clermont-Ferrand le 22 février, mais en tout cas on transmettra au ministère des Transports et au président de la SNCF la délibération, la motion d'aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je vais clore ce conseil municipal. Il doit y avoir des signatures. Donc, je vous invite à ne pas partir avant d'avoir fait ce petit devoir civique. Merci à tous. Bonne soirée.